Et pour commenter l'actualité de ce lundi 24 juillet, Éric Scholl, directeur de la rédaction de Courrier International, et Charles Becbédé, homme d'affaires et élu de Paris. Bonjour à vous deux. On va commencer par ce chiffre qui alimente les commentaires. Moins 10 points, c'est la chute d'Emmanuel Macron en un mois dans le baromètre IFOP JDD. 54% des personnes interrogées se déclarent toutefois satisfaits du chef de l'État. Il reste majoritaire. On va retrouver Noé Gandillot à l'Assemblée nationale. Noé, dites-nous comment les députés République En Marche ou bien Modem, ceux qui soutiennent donc Emmanuel Macron, réagissent à ces chiffres. Eh bien écoutez, au niveau des réponses, la communication est bien sûr bien rodée, bien cadrée comme d'habitude avec les députés La République En Marche. Pas question de s'affoler. On nous explique que cette chute dans les sondages, elle est logique, qu'elle était même prévue, liée bien sûr aux différentes coupes budgétaires et surtout le message à faire passer, c'est qu'il ne faut surtout pas que cette baisse soudaine dans les sondages enfreine, ait une influence sur la détermination du gouvernement et de sa majorité à refonder, réformer en profondeur le pays. Écoutez le député de Paris Stanislas Guerini tout à l'heure au micro de Yohann Auffret. Je ne vais pas être le commentateur des sondages. Nous, notre boulot, c'est de bosser, d'avancer. Je crois que c'est ça qu'attendent les Français. Ils attendent de la cohérence et des résultats. Si nous arrivons à apporter de la cohérence et des résultats, alors les sondages seront bons, si je puis dire. Mais ça ne doit pas être notre sujet aujourd'hui d'être interdit, figé par les sondages. Encore une fois, c'est le travail qui doit être notre préoccupation principale. Une réponse donc très convenue, très polissée, vous le voyez, mais ceci dit, on sent quand même aujourd'hui, ce matin, une certaine motivation, plus que d'habitude, des députés La République En Marche à venir dans salle des 4 colonnes, dans salle des pas perdus, qui nous parlent un peu plus qu'à l'habitude. Alors peut-être que certains en ont un petit peu marre de cette stratégie qui vise à complètement verrouiller la communication, pas forcément chez les nouveaux qui obéissent le doigt sur la couture, j'ai envie de dire, qui sont très obéissants vis-à-vis des consignes qui ont pu être données par La République En Marche, mais davantage peut-être du côté des anciens de ces députés qui ont de l'expérience, à l'image notamment d'Alain Tourret, député socialiste issu des rangs socialistes, qui est donc député aujourd'hui La République En Marche et qui a critiqué, émis quelques critiques sur cette caporalisation des députés La République En Marche. Merci Noé. Yohann Auffret qui vous accompagne. On reparlera et on écoutera justement Alain Tourret dans quelques instants, puisqu'à l'Assemblée, les députés examinent les textes portant sur la moralisation de la vie publique et parfois ça a du mal à passer. Bon, comment expliquez-vous cette chute, on va commencer par le début, de 10 points du chef de l'État dans son sondage IFOP ? Bon, c'est vrai qu'on peut s'étonner un petit peu parce qu'il était parti tellement fort qu'on s'attendait à un état de grâce au moins jusqu'en septembre. Si on prend pour référence les débuts du septennat de François Mitterrand, hein, où il y avait eu cette quinquennat. Ah non, c'était un septennat à l'époque. Ah oui, d'accord. Ah oui, pardon. En 80. Non, François Mitterrand. Oui. Mais c'est vrai, alors pour parler du quinquennat de François Hollande, c'est vrai que c'est étonnant parce qu'en juillet, Hollande, il était encore au-dessus de 60%. Et Sarkozy, en 2007, était à 66% à la même époque. Il avait monté. Et il avait même monté. Progressé. Donc là, c'est étonnant, après ce début en fanfare du quinquennat d'Emmanuel Macron, qu'il retombe aussi vite. Mais les raisons, on les sait, on les connaît maintenant. Il y a eu le zigzag fiscal qui a fait beaucoup de tort. Il y a eu cette affaire, bien sûr, il y a la hausse de la CSG, la taxe d'habitation et les communes. Ça fait beaucoup de monde qui ne savent pas trop comment tout ça va se gérer. Et puis, bien sûr, le drame avec le chef d'état-major des armées, les allers-retours, et avec une armée qui est très populaire en France. Et donc, cette affaire a été mal comprise. C'est perçu comme une maladresse et ça se ressent dans les sondages de popularité. Oui, je partage assez cet avis. Je pense qu'effectivement, c'est des maladresses. C'est aussi un moment d'inflexion après cette campagne où on était toujours dans cette lancée confortée d'ailleurs par le côté image internationale d'Emmanuel Macron. Et tout d'un coup, il est rattrapé à la fois par le réel.
encore qu'on ne soit pas encore dans le dur, je pense qu'on va y arriver plutôt à la rentrée sur les dossiers budgétaires, mais ce qui doit lui être reproché, c'est aussi la forme. C'est la forme de l'autorité qu'il exerce, et en particulier l'affaire du changement de chef d'état-major, qui est tout à fait dans ses attributions, dans ses compétences. Donc c'est pas tellement le fond, mais c'est beaucoup plus dans la forme, la façon dont il s'y est pris, et la façon dont la communication s'était exercée au cours de toute cette semaine, jusqu'après d'ailleurs le changement, puisque le porte-parole est revenu 2 jours après pour dire que le général Huillier avait mis en scène son départ. Tout ça a été très très mal compris, et ça montre dans cette communication qu'on dit si bien Huillier, bien finalement des choses qui ne passent pas, et notamment en fait peut-être un manque de stratégie sur le moyen terme, notamment sur les grands dossiers. On l'a vu sur le zigzag fiscal auquel Charles Becbédé faisait allusion. Alors, vous ne m'avez pas parlé de l'APL. Tiens, on va s'y attarder quelques instants dans ce qui peut expliquer ce recul. On va préciser que le sondage a été fait entre le 17 et le 22 juillet. Donc, tout ce dont on vient de parler a été compris. C'est vrai que l'APL a échappé puisque c'est tout nouveau. L'APL rabotée de 5 € donc, par mois, est-ce que ça peut jouer ? Je vais vous poser la question dans quelques instants. Alors, on le sait quand même qu'il y a des effets pervers de l'APL. Ça peut contribuer, par exemple, à faire flamber les prix et l'aide au logement, qui représente l'équivalent d'ailleurs du budget des armées, dont on parle beaucoup ces derniers jours, n'est pas forcément efficace. 2 arguments repris sur LCI ce matin par le ministre de l'Agriculture. Aujourd'hui, c'est quoi le constat ? Une impasse budgétaire, 140 millions d'euros. C'est une politique du logement où on dépense chaque année 34 milliards d'euros. Faire en sorte que ces APL qui aujourd'hui sont décriées, enfin sur la baisse qui est prévue, ne fassent pas en sorte qu'on augmente en permanence les loyers. Bon, l'APL, on va le mettre au futur, là, au conditionnel. Ça pourrait jouer sur le futur sondage Cote de popularité ? C'est sûr, il y a quand même 6,5 millions de personnes qui vont subir cette baisse de l'APL. Mais là, je pense que... de toute façon, c'est tout ce système qui est absurde. La Cour des comptes le souligne très fréquemment. Le système est opaque. En 1996, c'était 10 milliards d'euros. Là, maintenant, on est à 18 milliards d'euros. Ça ne marche pas. C'est uniforme, quelle que soit la région et quelles que soient les villes concernées. Alors, on sait bien que le niveau de vie n'est pas du tout le même. Donc, il y a beaucoup de fraude, 280 millions par an. Bon, là, l'économie qui serait prévue, on parle d'à peine une centaine de millions d'euros par an. C'est rien à l'échelle du problème. Je crois qu'il faudrait tout remettre à plat. Le système, de toute façon, le système du logement, vous le rappeliez, c'est combien ? 34 milliards. Les aides au logement, il n'y a pas que l'APL dedans, c'est tout le système, l'aide au logement. Bien sûr qu'il faut quelque chose pour le logement des ménages les moins favorisés, mais ce système n'est pas le bon. On a trop de strates qui coexistent avec le logement social, l'hypersocial, le moyen social. Il y a des injustices, il y a des gens qui se voient attribuer un logement social et dont le revenu va augmenter et qui vont garder leur logement toute leur vie, voire le transmettre peut-être même à leurs descendants, comme ça se fait beaucoup à Paris, où le taux de rotation des logements sociaux est extrêmement faible. Donc c'est injuste. C'est injuste. Est-ce que c'est même frauduleux ? Est-ce qu'il y a même des gens qui bénéficient de logements sociaux ? Ça arrive, hélas, de temps en temps. Ouais, donc tout le système est à revoir. Personnellement, en tant que, disons, subsidiariste, pour ne pas dire libéral, je serais pour un système où il y a un seul marché du logement. Pas de logements sociaux. En revanche, donc avec un système, un prix du mètre carré uniforme, en fonction de la zone d'habitation, et puis des loyers de marché, et puis ensuite des compensations de ce loyer par les collectivités et l'État en fonction du revenu des foyers et du nombre d'enfants, et que cette allocation serve uniquement à payer le loyer et pas autre chose. Remettre à plat, avec les éventuelles conséquences politiques de cette diminution. Alors, évidemment, ça ne paraît pas grand-chose quand on dit 5 € par mois de l'APL, mais pour certains, ça peut peut-être jouer. Oui, bien sûr. Et c'est tout à fait juste ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que le système, la Cour des comptes l'a dit mais plusieurs reprises, inégalitaire, il ne fonctionne pas, il est un dispositif qui est à bout de souffle. Et même François Pupponi, vous savez que le maire de Sarcelles avait fait un rapport pour montrer qu'il y aurait 3 bénéficiaires d'APL sur 10 qui recevraient plus d'APL que le loyer que le loyer à payer. Et c'est même pas par fraude, c'est parce que le système marche sur la tête. Il est trop compliqué, donc il y avait
nécessité de remettre à plat le système, mais c'est pas ce qui vient de se passer. Ce qui vient de se passer, c'est que tout d'un coup, sans qu'il n'y ait, en tout cas dans la transparence de la communication, la moindre stratégie annoncée, la moindre présentation, on nous annonce une mesure qui est en fait une mesure budgétaire, de rabot budgétaire, parce qu'on a besoin de boucler le budget 2017, qu'on a besoin aussi de préparer le budget 2018, et on sait qu'on va trouver d'ici 2017 quelques centaines de millions d'euros, un peu plus pour 2018, mais tout ça ne répond pas à la question de fond. Qu'est-ce qu'on doit faire de ces 34 milliards au total d'aide au logement, et comment est-ce qu'on les réduit, est-ce qu'on les réduit pas, comment les répartit-on pour que ça soit, comme le disait la Cour des comptes, moins injuste, plus efficace. Voilà, et c'est ça le vrai sujet de fond. Eh bien non, au milieu d'été, on nous annonce qu'on va mettre 5 euros. On vise quand même, et là c'est là où vous avez raison de souligner, il y a un risque politique, parce qu'il y a 6,5 millions et on le voit très bien d'ailleurs, on voit la polémique déjà monter, on est au cœur de l'été, elle va rebondir à la rentrée, parce que dans les 6,5 millions de personnes, on a quand même 800 000 étudiants bénéficiaires, et on voit bien d'ailleurs les organisations étudiantes, les syndicats d'étudiants qui essayent de monter maintenant au front, mais on va les entendre à la rentrée là-dessus, et je pense que c'est prendre un risque, pour des raisons budgétaires, d'avoir pris un risque trop important, sans avoir toute explication derrière de la nécessité de la remise à plat de ce système d'aide. Alors on va rester sur... Oui, Oui, pardon, je voulais un petit juste mot. ajouter que je ne comprends pas pourquoi le gouvernement et Emmanuel Macron se sont enferrés dans cette histoire de 3%, de vouloir réduire absolument avant la fin de l'année. Bien sûr, enfin, en tant qu'entrepreneur, moi je suis pour qu'on respecte et que les dépenses n'excèdent pas les recettes. Mais il faut comprendre qu'il y a bon et mauvais déficit. Et c'est pour ça que cette histoire de zigzag fiscal aussi m'a beaucoup perturbé. Alors heureusement, on est revenu à un petit peu de sagesse, mais il y a trop d'impôts en France, il faut les diminuer. Et ça permet à ce moment-là de créer des recettes complémentaires qui permettent de réduire le déficit. Respecter les 3%, c'est peut-être pour parler d'égal à égal avec l'Allemagne d'Angela Merkel. On va continuer sur cette thématique, puisque vous venez de le dire, depuis 2 mois, l'Élysée envoie des signaux d'une présidence puissante, à l'étranger notamment, mais aussi de flottement, on vient d'en parler, comme sur la fiscalité, ou le dossier du général de Villiers, ce qui fait dire au président du groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée, Olivier Faure, qu'il y a plusieurs présidents avec cette conclusion, alors là, qui lui appartient. On le voit bien, semaine après semaine, y compris dans cette volonté de se déguiser en permanence et de chercher à ressembler aux Français. Les Français se sont dit, alors peut-être que... Se déguiser. Oui, se déguiser. Vous l'avez vu en standardiste, vous l'avez vu en militaire, vous l'avez retrouvé dans différents formats. Eh bien, à chaque fois, les Français se sont dit, c'est ce qui m'a été répété ce week-end dans ma circonscription, que quelqu'un qui se déguise autant doit avoir beaucoup de choses à cacher. Bon, alors au-delà de la formule, est-ce que l'image du président de la République se brouille vis-à-vis de l'opinion publique ? L'image du candidat, déjà, elle était un peu caméléon. Hein. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps, de cette formule. Il faut qu'il arrête, en effet, de changer de tenue. C'est pas Poutine non plus, qui aime bien se déguiser et apparaître et mettre en scène son corps devant les Russes. Donc, qu'on revienne aux fondamentaux. Oui, c'est aussi la contradiction des messages envoyés. C'est-à-dire qu'à la fois, on voit un président Top Gun à Istres, prêt à monter dans un avion et en tenue d'aviateur. On le voit descendre et litroyer sur un sous-marin. Et au même moment, on nous explique qu'on va reprendre 850 millions du ministère de la Défense. Et donc, le message, en particulier pour la Défense, pour les armées, est assez ambigu. On a du mal à comprendre parce qu'il a essayer de jouer sur cette image en termes de communication. Il a voulu construire cette image aussi, une image régalienne, jouer aussi dessus, une sorte de mise en scène depuis le premier jour, depuis la descente des Champs-Élysées en commande-car. Et finalement, elle n'est pas logique avec la suite du discours. C'est sans doute ça qui lui est un peu reproché, et peut-être qu'on peut revenir aux fondamentaux et donc se passer des déguisements. Oui. Je crois que les Français veulent des résultats. C'est ce que disait un des parlementaires interviewé plus tôt dans l'émission. Ils veulent maintenant que le chômage baisse, que la croissance reparte, et le reste... Bon, ces députés, ils examinent en ce moment les projets de loi sur la moralisation de la vie publique. L'appellation officielle a un petit peu changé, mais des voix discordantes. Et Noé Gandillot nous en parlait tout à l'heure, se font entendre au sein de la majorité Illustration avec Alain Tourret, ancien député socialiste, qui a été un des premiers à rejoindre Emmanuel Macron. Ça va être le contrôle de savoir si vous avez déjeuné avec tel industriel, avec tel responsable politique, etc., etc.,
Et pourquoi avoir déjeuné dans un hôtel 3 étoiles et non pas dans un McDo? Vous êtes contre les McDo? Bon voilà, Alain Tourret qui s'en prend au changement de règles pour le versement des indemnités représentatives de frais de mandat. Ça pourrait se faire sous représentation de justificatif. Ça serait une bonne chose, une mauvaise chose? Est-ce qu'il a raison de s'en plaindre? Enfin voilà, le débat est ouvert. Le problème, c'est qu'il y a une telle défiance des Français vis-à-vis de la classe politique, on est obligé d'en passer par cet excès de transparence qui est un peu ridicule, mais il faut en passer par là pour ensuite rétablir la confiance, et après peut-être qu'on pourrait être un peu plus souple sur ces notes de frais. Vous voteriez, vous, le texte? Bah oui, je pense que... D'accord. On en a besoin. Eric. Oui, on se rappelle, c'était la loi Bayrou. Puis bon, Bayrou est oui. parti. Donc maintenant, elle a changé de nom à plusieurs reprises. On verra ce qu'il en restera d'ailleurs à la fin. Ouais. Mais effectivement, il y a un besoin impératif, au fond, de transparence. Alors on sait que la transparence poussée jusqu'au bout n'est pas forcément utile, mais il y a un besoin de restaurer la confiance, et cette confiance, elle passe par ce type de texte. On comprend que les députés ne soient pas forcément très contents, parce qu'en fait, voilà, on met en cause, il y a beaucoup de choses quand même sur les députés, que les députés vont devoir avaler. Il y a la réduction du nombre de parlementaires, il y a ce type de moralisation. Donc d'un autre côté, comme dirait notre président, en même temps, il est nécessaire aussi que l'exécutif puisse travailler correctement et respecter les députés, enfin le Parlement, dans ses prérogatives. C'est sans doute là le point majeur qu'on peut attendre des prochaines semaines, enfin en tout cas de ce début de législature. On peut rappeler quand même que ces frais, ces indemnités représentatives, c'est plus de 5 800 euros par mois de versés, donc par député. Par député, en plus de leur traitement. On va partir à l'étranger à présent et on va s'intéresser à la tension au Proche-Orient. Dernier élément, l'émissaire de Donald Trump se rend en Israël pour tenter d'apaiser les tensions nées de l'installation de portiques de sécurité à l'entrée de l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est. 5 Palestiniens et 3 Israéliens sont morts dans la flambée de violence qui secoue le pays depuis quelques jours. Jusqu'où peut aller cette escalade, d'après vous ? C'est très dangereux. Moi, j'ai été sur place. Je suis étonné. Je pensais qu'il y avait déjà des portiques. En fait, il y a un système de contrôle à l'entrée de l'esplanade effectué par des soldats jordaniens dans le cadre du compromis dit de Moshe Dayan, mais qui ne sont pas armés. Et donc là, suite à des violences, et le gouvernement israélien a voulu mettre des vrais portiques et sans doute donc des soldats israéliens. Et c'est là que ça a un peu enflammé Parce que 2 policiers israéliens avaient été poignardés. Voilà, donc c'est... évidemment. Mais dès qu'on touche à cette esplanade des mosquées, c'est du kérosène. Oui, et effectivement, et on voit à quel point c'est l'ensemble, enfin, que cette situation entre Israël et Palestine, et en particulier d'ailleurs au sein d'Israël, entre les Arabes israéliens et Israéliens, est extrêmement tendue et à un moment ou à un autre peut repartir. On sait que, au fond, il y a eu des tentatives de la part de l'ancienne administration américaine de faire repartir les pourparlers de paix. Toutes ces tentatives ont échoué. La dernière en date, elle datait de 2014 et aujourd'hui, on est encore au point mort. Et on voit simplement que ce point mort, que le statu quo, on est toujours dans cette situation de poudrière. Et là, ça peut repartir assez loin. Parce que d'abord, la confiance... Une troisième intifada, bien sûr. Avec un positionnement des différents pays, bien sûr, il y a un vrai risque d'intifada. On peut... D'autant plus, si vous voulez, que chacun on a un Israël Netanyahou dont on ne connaît pas, qui est dans le raidissement, la radicalisation depuis le début, mais dont on ne connaît pas, mais Netanyahou lui-même est affaibli politiquement en ce moment par plusieurs scandales. Du côté de l'autorité palestinienne, on a un Mahmoud Abbas qui est lui-même à 82 ans, relativement affaibli, où on ne voit pas comment va s'organiser encore sa succession, et on sent qu'il est toujours en quête à nouveau d'essayer de se légitimer. Donc on a une sorte... On voit bien que tout le monde est inquiet. Les États-Unis, Donald Trump est très inquiet, et je veux dire que c'est un dossier qu'il a pris quasiment depuis le début. On parlait de Greenblatt, qui est son conseiller, qui est effectivement aujourd'hui sur place, mais c'est pas la première fois qu'il y va. Il est déjà allé plusieurs fois. Donald Trump s'est lui-même rendu en Israël. Il est allé à Jérusalem. Il est allé aussi à Bethléem. Il y a
une tentative de la part de l'administration américaine de faire repartir les pourparlers de paix, mais tout le monde doute de la solution. Les Français sont prêts à appuyer, on l'a vu lorsque Netanyahou a rencontré Emmanuel Macron à Paris il y a quelques jours. Emmanuel Macron a aussi rencontré Mahmoud Abbas, c'était au début du mois de juillet. Donc, il y a une intense activité diplomatique, mais sur le fond, la confiance, on ne voit pas sur quelle base essayer de faire repartir. Alors, on a bien les bases de 2014, 2 États, etc., mais on ne sent pas de la volonté chez les Israéliens la possibilité d'avancer. On voit du côté, d'ailleurs, on voit un raidissement très fort, et ça, il faut faire très attention, du côté, notamment du côté des Palestiniens. Alors, parce qu'il y a à la fois des attaques terroristes, mais aussi une société civile palestinienne, on sent un ras-le-bol monter. Bon, on vous sent très pessimiste sur ce dossier, y compris vous qui étiez sur J'aimerais, c'est que la place. France Pour puisse terminer jouer un peu rapidement. le rôle des bons offices, puisqu'elle est moins partisane que les USA. Oui, ce qu'elle essaye de faire, et ce que souhaite d'ailleurs l'autorité palestinienne là-dessus. Merci beaucoup pour tous ces commentaires avisés. Bonnes vacances à vous si on ne se voit pas sur le plateau de LCI midi. On rendez-vous à la rentrée. Restez avec nous, l'info continue sur la chaîne Info.